Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce 12e épisode de Salade Verte. Aujourd'hui, de nouveau un gros épisode. On va parler du traitement médiatique de l'écologie dans les médias, on va dire mainstream, à la télé, partout. Et aujourd'hui, on accueille Eva Morel. Bonjour Eva. Bonjour. Donc Eva, tu es la secrétaire générale de l'association Quota Climat, donc une association qui milite pour que le traitement médiatique sur l'écologie prenne une plus grande place, c'est ça? Exactement. Chez Quota Climat, on travaille sur l'amélioration de la couverture médiatique des enjeux écologiques. C'est ça, on aura l'occasion de revenir sur l'histoire un peu de Quota Climat, etc. Je te explique un peu le concept, et pour ceux dont c'est la première fois, Salade Verte. Donc Salade Verte, c'est un podcast qui décrypte toutes les questions liées à l'écologie, l'économie, l'énergie, de façon, on va dire, pédagogique et être le plus vulgarisant possible. Donc l'entretien, c'est en 3 parties, entrée, plat, dessert. En entrée, on va plutôt parler de ton parcours, parler de l'histoire aussi de Quota Climat. En plat, on va revenir sur le traitement de l'écologie dans les médias, revenir sur la période un peu bizarre à laquelle on traverse sur les questions écologiques, ces retours en arrière un peu sur ces questions-là. Et en dessert, on va poser des questions un peu plus personnelles, des questions un peu plus hors cadre. Est-ce que c'est OK pour toi? C'est parfait. Alors, si tu veux bien commencer, on va commencer donc par l'entrée. Si tu veux bien te présenter, un peu revenir sur ton parcours, on va dire tes études, etc. Oui, du coup, je viens de Nantes. J'ai fait mes études là-bas jusqu'à la terminale. Ensuite, je suis allée à Montréal étudier la politique environnementale à l'université McGill. Puis, je suis allée à Sciences Po Paris en politique environnementale toujours, parce que j'ai toujours eu envie de travailler sur ces enjeux qui me touchaient dès jeune. Et puis, à l'issue de cette formation, j'ai rejoint l'équipe parlementaire de la députée Sandrine Lefeur, qui est députée du Finistère et qui travaille beaucoup sur les questions de transition agricole et alimentaire, sur lesquelles je m'étais un petit peu spécialisée, pendant mes études. Et je pense que la ligne, commune de toutes ces expériences, c'est que je me suis toujours engagée dans des organisations, des associations, à la fois, localement quand j'étais, au lycée, puis ensuite, dans les universités, où j'ai étudié, et puis toujours quand j'étais, collaboratrice parlementaire de la députée Sandrine Lefeur. Et cette fibre associative qui m'a conduit à toujours penser que, même si on avait un emploi qui permettait d'être transformateur, on pouvait aussi s'engager dans des associations qui jouaient un vrai rôle de contre-pouvoir en démocratie, ou en tout cas de s'assurer que la voix citoyenne soit entendue. Et donc c'est ce qui m'a amenée à créer Quota Climat. Et donc, Quota Climat, c'est une association, tu l'as créée quand? Tu l'as créée en 2022, si je me trompe pas, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc en fait, j'étais à l'Assemblée nationale pendant la campagne législative et présidentielle de 2022. On parlait beaucoup avec, ma sœur, Lola Morel, et puis Agnès Vernière, qui étaient aussi, toutes les 2 collaboratrices parlementaires pour, différents députés, et on se posait la question de la faible représentation des enjeux écologiques dans les programmes politiques, notamment parce que le rapport du GIEC, venait de sortir, le 6e rapport du GIEC, et donc on s'interrogeait en fait sur la faible prise en considération par les responsables politiques de ces sujets, ce qui nous semblait complètement en dissonance avec l'urgence que clamaient les scientifiques. Et on se posait la question des différentes variables qui pouvaient expliquer cette faible, prise en main. Et en fait, en regardant un petit peu la manière dont les débats électoraux étaient conduits, dans la manière dont les journalistes posaient des questions, y compris à nos responsables politiques, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était complètement anecdotique, et au-delà de ça, c'était pas du tout un sujet sur lequel ils étaient suffisamment équipés pour déceler lorsque, les responsables politiques tentaient de dissimuler leur inaction. Et on se demandait pourquoi, parce que c'est vrai que quand on travaille un peu sur ces questions, on a l'impression que certains réflexes peuvent être mis en place. Par exemple, on considère que c'est assez évident que, l'activité humaine soit responsable du réchauffement climatique, ou que certains secteurs d'activité soient particulièrement responsables, ou que certains représentants économiques ne représentent plus leurs intérêts que l'intérêt général. Et en fait, en creusant, on se rendait compte que c'était pas tant évident, et non seulement c'était pas évident, mais c'était le cas dans des grosses rédactions qui avaient un impact très important sur l'opinion, et notamment, des programmes télévisés, de grande audience, ou encore des matinales radio. Donc ça nous a conduit à se dire qu'il y avait quelque chose à faire sur la représentation des enjeux écologiques dans les médias. Donc on a demandé l'instauration d'un quota volontaire de 20 dédié aux enjeux écologiques en période électorale. Une proposition qui a eu pas mal d'écho, à la fois au sein des organisations qui travaillaient sur ces sujets, qui disaient: «Ah mais oui, c'est vrai qu'en fait on devrait, avoir plus de temps d'antenne, tout simplement». Et puis, au niveau des responsables politiques mobilisés, qui nous ont dit qu'en fait, en effet, ils apprécieraient qu'on leur pose davantage de questions. Ça les forcerait à se positionner, et à avoir des propositions dédiées dans leur programme. Et suite au lancement de cette proposition, ça nous a conduit à penser qu'il y avait quelque chose à faire,
dans la création d'un contre-pouvoir, citoyen qui incite les médias à mieux traiter et s'emparer de ces questions et donc Quota Climat est né. Donc quota climat, le nom quota pour ce que vous vouliez 20 des questions, liées à l'écologie qui soient, dans les médias, enfin dans 20 de la discussion qui soit, sur l'écologie, c'est ça? C'est ça. Alors c'était une proposition qui était initialement, provocatrice puisqu'on savait bien que comme on tournait aux alentours de quelques pourcentages de temps d'antenne consacrés aux enjeux écologiques, on n'allait pas du jour au lendemain passer à 20 et que, bien sûr, ça posait des questions aussi de médias volontaristes et de médias qui ne sont pas du tout volontaristes sur ces sujets. Mais en fait, progressivement, on s'est rendu compte que non seulement il y avait une faible quantité en période électorale, mais qu'aussi c'était systémique, persistant, qu'il y avait aucune mesure, aucun engagement qui semblait pouvoir y remédier de manière, vraiment à la hauteur de cette carence. Et donc on s'est penché sur le fait de pouvoir inscrire dans la loi cette proposition. Donc on a rédigé une proposition de loi, avec l'Institut Rousseau et c'est désormais une proposition qu'on porte au niveau législatif. À la base, quota climat, donc vous êtes, tu l'as créé toute seule? Comment tu t'es entourée un peu avec les personnes, Alors avec, les 2 cofondatrices, on s'est lancées. On a rapidement, recruté des bénévoles qui se sont impliqués à nos côtés. Pendant plus d'1 an, on a travaillé de manière 100 bénévole et puis, au bout d'un moment, on a commencé à recevoir des soutiens financiers. Donc on a pu recruter une première personne, qui s'appelle Luna Weimar et puis, il y a eu l'arrivée de Jean Sauvignon qui est aujourd'hui notre responsable data qui a été aussi très transformateur dans la manière dont on a eu de structurer l'association. Et puis on a recruté récemment Léonard Darmarcarian, donc on est désormais 4 salariés. Et moi j'ai quitté l'Assemblée nationale au moment de la dissolution, l'année dernière, en 2024 et donc désormais je suis aussi à plein temps. et concrètement, au quotidien, vous décryptez un peu tous les débats qu'il y a à la télé, à la radio, vous débunkez un peu des mythes, des arguments de, je sais pas, de politique, de Ouais. personnalité publique, c'est ça que vous faites? Alors notre activité elle se structure en 3 axes. Le premier c'est qu'on fait des interpellations, sur nos réseaux sociaux, donc c'est la le pan de notre action qui est le plus visible. On fait des interpellations à la fois pour souligner des pratiques, éditoriales qui nous semblent intéressantes, qui ne semblent pas forcément, très répandues, au sein des médias français et sur lesquelles on pense qu'il y a une sensibilisation à amener. Et puis aussi, on fait des décryptages sur des pratiques éditoriales qui nous semblent, contre-productives, incomplètes, stigmatisantes, voire relever de la désinformation. Et donc ça nous permet de faire, plusieurs choses. D'une part, on sensibilise les médias et les journalistes et on crée une espèce de risque réputationnel autour du fait que, ces médias ne s'en emparent pas suffisamment. Ensuite, on permet de sensibiliser le grand public, disons, à ces sujets. C'est-à-dire que ça on participe à une forme d'éducation aux médias, parce qu'en consommant nos contenus, ça peut éduquer à l'esprit critique, ça peut inciter à s'informer via différentes sources. Et puis je pense que la dernière chose, c'est aussi de démontrer, par la preuve, les éléments de notre plaidoyer parce que, on parle de choses qui sont assez conceptuelles et qu'on peut penser très généralisantes. Et il y a rien de plus puissant que de dire, bah, à exemple à l'appui, vous voyez, y compris chez des médias où on pensait pas qu'il y aurait de tels écueils, c'est quand même le cas. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on produit beaucoup de données, donc on a initialement lancé un baromètre dès les débuts de l'association avec l'association Data for Good, qui permettait de commencer à quantifier la couverture médiatique d'enjeux écologiques. Et puis plus récemment, avec un consortium de partenaires soutenu par l'Agence de la transition écologique et puis l'ARCOM, qui est l'autorité de régulation audiovisuelle, on a lancé l'Observatoire des médias sur l'écologie, qui est désormais un outil en accès live, donc à observatoiremédiaécologie.fr. Et on peut suivre en live tous les jours la couverture médiatique des enjeux écologiques dans 19 chaînes de télévision et de radio françaises. Et ça nous a permis d'avoir des données qui étaient robustes, reconnues par les institutions qui travaillent sur ces sujets et convaincantes du coup auprès de notre cible et auprès des législateurs. Et deuxième chose, on travaille de plus en plus en ce moment sur la détection de la désinformation climatique, puisqu'on constate que, si notre sujet sur la quantité, il reste extrêmement important puisque la quantité ne bouge pas, voire elle diminue fortement, puisqu'on a une chute, de 30 entre 2023 et 2024, oui, de la couverture médiatique, des enjeux environnementaux, donc climat, biodiversité, ressources. Mais malgré ça, on a aussi un autre écueil qui est de plus en plus fort, qui est que la désinformation croît et la désinformation croît, c'est-à-dire qu'on a à la fois de plus en plus de personnes qui vont instrumentaliser les questions environnementales pour servir leurs intérêts, mais les journalistes ne sont pas forcément à la hauteur de ces propos et malheureusement, ces propos sont aussi, répétés, récurrents et donc on demande aux journalistes qu'ils puissent se préparer à ces propos pour anticiper, la fois prochaine et ne pas retomber dans le panneau de certains acteurs qui, s'en servent sciemment pour défendre leurs intérêts. Donc ça, c'est une deuxième chose qu'on fait, produire de la donnée et puis peut-être dernière chose, on fait aussi de l'influence, du plaidoyer auprès des responsables politiques, français, européens et au niveau de la COP pour qu'il y ait des changements systémiques des règles du jeu, de la régulation médiatique et que, ce ne soit pas uniquement de la bonne volonté de la part des journalistes puisqu'on voit que face aux enjeux auxquels on est confronté, la bonne volonté ne suffira pas.
Je mettrai bien sûr en lien cliquable le lien vers vos réseaux, Instagram, LinkedIn. Vous êtes présent sur quoi d'autre? On est présent sur Threads et sur Blue Sky. OK, donc j'invite tout le monde à aller voir, votre travail. Est-ce que tu sens, depuis la création de Côté Climat en 2022, une évolution qui va dans le bon sens? Là, peut-être actuellement, ça va peut-être dans le mauvais sens, je sais pas? Je pense que c'est un peu difficile d'avoir une réponse tranchée sur cette question. Je pense que si on n'avait pas été là et s'il y avait pas tout un tas d'acteurs qui travaillent à faire pression sur les médias pour mieux parler de ces sujets, ce serait peut-être pire. Et je pense qu'on a vraiment eu un rôle, d'incitation forte de la part, enfin vis-à-vis de certains médias pour se positionner sur ces questions. Je pense qu'on joue toujours un rôle de sensibilisation et que certaines chaînes, certains groupes médias et certains journalistes font vraiment, mieux qu'avant. En revanche, le contexte politique, il est vraiment préoccupant. On voit qu'il y a un backlash très fort qui s'opère sur la science, sur le climat, globalement sur le progressisme en règle générale. Et ça nous pose problème puisque, nos sujets déjà qui sont constamment sous les radars, mais ils deviennent non seulement sous les radars, mais instrumentalisés et donc on n'a pas les leviers pour s'en prémunir puisqu'on n'a pas l'information initialement qui nous permettrait de discerner le vrai du faux. Donc ça accroît une perte de repères qui était initialement liée au fait qu'il y avait pas suffisamment d'informations. Maintenant, elle est aussi liée au fait qu'il y ait une mauvaise information disponible. Et ça, c'est quelque chose auquel on essaye vraiment de se confronter et de lutter. Mais les forces sont très importantes. On fait face à des groupes médias, pour certains, qui ont une vertu, enfin, qui ont une vocation idéologique revendiquée. C'est-à-dire qu'ils souhaitent sciemment s'en servir comme d'un véhicule pour promouvoir leur projet de société. Et ils ont pour ça des fonds qui sont très importants. Donc des capacités de production de contenu qui sont, délibérément, orientées vers des sujets qui sont peut-être opposés aux nôtres. Et je pense que je vais prendre un exemple qui est assez parlant là-dessus, c'est, l'essor de ce qu'on appelle l'infotainment. Donc c'est, un mix entre l'information et le divertissement, qui consiste à de plus en plus avoir, des polémiques sur les plateaux ou d'inviter des personnes qui vont débattre d'un sujet. Ça crée très peu de coûts pour un média de faire ça puisque, en fait, on va inviter, quelques personnes qui vont juste se déplacer, donc on peut à la limite les indemniser. Il y a bien sûr le coût du plateau. Mais il y a personne qui va aller sur le terrain, mener des enquêtes, interroger des personnes qui sont du secteur d'activité concerné. On va pas passer des mois, voire parfois des années à récolter des preuves. C'est vraiment très instantané et donc très peu coûteux. Sauf que ce type de débat, qui est généralement peu informé, ça participe à cliver et à créer, de la polémique autour de sujets qui pourtant, demandent d'être rassembleurs. Et le climat, c'est le sujet par excellence qui, dans ce type de débat, finit par être vraiment tiré de tous les bouts et on n'arrive pas du tout à trouver de terrain d'entente. Et je pense que c'est ce type de choses qui, peut paraître d'être une dynamique, pas forcément, volontaire de la part de certains médias puisque, ça coûte pas cher donc on le fait, mais en réalité qui est très, très théorisée par les personnes qui détiennent ces médias et qui savent très bien qu'en produisant ce type de contenu, ils ont un effet spécifique sur l'opinion qui est de diviser. Et donc, nous on appelle à soutenir typiquement le journalisme d'investigation, du journalisme qui prend du temps, quitte à avoir, des formats, peut-être plus longs, mais voilà, à avoir une approche à la consommation d'informations qui soit assez différente. On va peut-être revenir, ce que je te propose, c'est qu'on va directement passer dans le plat. Première question, tu as parlé du backlash écologique. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est et en quoi aujourd'hui on est dans une période de backlash écologique, c'est-à-dire de recul des questions climatiques, écologiques dans les médias, même de la désinformation qu'on peut avoir sur certains médias. Est-ce que tu peux revenir sur ce contexte-là? Oui, donc le terme backlash, il fait écho, à ce qu'on pourrait appeler en français un retour de bâton. Et ça avait été théorisé, au départ concernant la vague de retour en arrière féministe qu'on avait pu voir, à la fin des années 2000. On constatait qu'on avait eu beaucoup d'avancées, mais que finalement ça stagnait, voire ça reculait. Et depuis, en fait, on l'utilise depuis 1 an quasiment, depuis la crise agricole qui a eu lieu, début 2024, pour qualifier la situation de retour en arrière sur les normes environnementales, qu'on peut avoir notamment au niveau français, européen, mais de par le monde. Et souvent, ce backlash écologique, donc ce retour de bâton, il est attribué aux citoyens qui seraient de moins en moins mobilisés et intéressés par les questions environnementales. Or, ça a été démontré par des recherches, notamment par le chercheur Théodore Tallant à Sciences Po, que, en fait, ce backlash, il est instrumentalisé par les élites. Il provient d'en haut, il provient pas d'en bas. Les citoyens restent intéressés, restent mobilisés sur les questions environnementales, pas sur toutes les politiques environnementales, mais parce qu'il peut y avoir des désaccords sur certaines solutions, ce qui est tout à fait légitime. Mais en revanche, tout le monde reste inquiet et c'est normal parce que la crise progresse et qu'il y a aucune réponse qui est apportée. Et nous, ce qu'on constate, c'est que les médias font partie sont vraiment partie prenante de ce backlash en créant des angles qui soient polarisants, en créant des titres et des accroches ou en invitant des personnes qui vont, aller au clash plutôt que d'essayer de rassembler, en parlant plus de choses qui fâchent plutôt que de solutions, en invitant très peu d'experts et cetera et cetera.
Et en fait, en invitant à se positionner sur ces sujets d'une manière par défaut clivante, et ben ça fait du climat un sujet polarisant alors qu'il ne l'était pas jusqu'à présent. Et quasiment, c'est jouer le jeu de certains acteurs qui ont tout intérêt à ce que ça le devienne. Puisque si ça le devient, eux peuvent se positionner avec des arguments qui sont vendeurs puisque populistes. Donc ce backlash écologique, selon nous, on souscrit vraiment à la théorie selon laquelle il provient d'en haut et j'ajouterais en partie, en grosse partie via les médias qui invitent les responsables politiques aussi à se positionner de manière vendeuse publiquement. Et en plus, comme tu dis, il y a, la majorité des grands médias sont détenus par des milliardaires. On pense au groupe Bolloré, notamment avec, TPMP, avec CNews. Donc c'est vrai que c'est problématique. Peut-être qu'il y a un message, politique derrière. En fait, oui, l'actionnariat des médias est responsable d'une partie du problème observé, ça c'est clair. Je pense que c'est loin de représenter l'intégralité des problématiques, puisqu'il y a aussi une question de pratique du quotidien dans le journalisme et même cette pratique du quotidien, elle correspond pas à l'urgence. Dans le sens où, on va pas considérer que les questions environnementales sont des variables d'analyse transverses. On va considérer qu'il y a la rubrique planète, la rubrique environnement et puis, le reste des rubriques qui évoluent de manière complètement, dissociée. Or, on peut pas vraiment aujourd'hui considérer que l'économie est distincte des questions environnementales. Quand on voit que, la faible adaptation, climatique de certains secteurs d'activité, ça commence à conduire à des fermetures d'entreprises, au fait que certains territoires soient pas assurables, on voit bien que les liens sont directs. Et le fait de pas les faire, ça conduit à une incompréhension collective et juste à une absence de mise à l'agenda de l'action climatique. Et nous, c'est vraiment ça qu'on dénonce, c'est le fait qu'à force d'invisibiliser ces problématiques, c'est pas étonnant que l'action politique ne soit pas au niveau. Parce que les politiques prennent le pouls de la société via les médias et se performent leur action dans les médias. Donc si les médias ne jouent pas le rôle de les challenger, forcément qu'on peut pas attendre de grand chose. Alors bien sûr, je dis pas que la responsabilité est 100 du côté des médias, parce que c'est toujours plus complexe que ça. Mais je pense que ça a été longtemps une variable d'analyse qui a été, sous-estimée par rapport à ce qui bloquait dans la transition écologique. Et peut-être que dans le cursus des journalistes, il y a peut-être pas aussi, ces sujets-là qui sont abordés. Je sais pas, c'est peut-être pas des questions qui sont transversales, dans les cursus de journalistes? Mais en fait, il y a plein d'explications. La formation initiale, c'en est une. Alors certes, il faudrait que ce soit dans le tronc commun des écoles de journalisme. Ça, je pense que c'est, la base. On n'y est pas encore, mais certaines écoles de journalisme commencent à y travailler, comme par exemple l'ESJ Lille. Ça, c'est très positif. Ensuite, c'est aussi de la pratique quotidienne de la profession et de la manière d'évoluer dans une rédaction et de considérer que, en fait, on donne de l'importance à cette thématique dans les conférences de rédaction, de par les dirigeants, de par les directives, en fait, qui sont données dans une entreprise audiovisuelle ou dans une entreprise de presse écrite et c'est pas que lié à la formation, c'est aussi, une pratique du quotidien qui quasiment peut être liée à la déontologie. Puisqu'en fait, le journaliste répond à des codes professionnels dans la production d'informations. Il y a la charte de Munich qui liste les droits et les devoirs des journalistes. Il y a aussi des associations qui font de l'autorégulation déontologique, des journalistes. Donc en France, on a le Conseil de déontologie journalistique et de médiation qui donne des conseils, des lignes directrices à la profession pour se comporter d'une manière qui puisse, faire ressortir de la qualité de l'information. Et en fait, aujourd'hui, on voit que, l'application de la déontologie ne semble pas concerner le fait d'avoir un traitement complet et exhaustif d'un sujet, en prenant en considération le fait qu'on ait des limites physiques à nos sociétés. Et ça, selon nous, c'est quelque chose qui devrait vraiment évoluer. On essaie de sensibiliser, entre autres, les autorités de régulation et les conseils de déontologie journalistique. Et j'aimerais aussi qu'on revienne ensemble sur la période actuelle. Vous parlez aussi de post-vérité, sur votre site, sur vos médias, enfin sur vos réseaux. Est-ce que tu peux revenir sur ce que c'est? C'est vrai que j'ai l'impression maintenant, les faits ne suffisent plus à se construire une opinion. En fait, on va juste suivre son instinct et dire: «Bah, ouais, OK, on va croire Trump qui va dire: "Non, le réchauffement climatique n'est pas d'origine humaine"». Enfin, en fait, maintenant, il y a des consensus scientifiques qui sont faits et malgré ça, on arrive à instrumentaliser un peu les opinions. Enfin, c'est quand même très perturbant cette période, non? C'est très perturbant et je pense que c'est pas étonnant dans le sens où le climat, et la transition écologique, ça fait appel à des choses qui sont profondément ancrées. Ça veut dire qu'on doit revenir sur des choses qu'on considérait comme acquises, comme par exemple la liberté de consommer, la liberté de mouvement, la liberté, tout simplement de posséder. On pourra pas avoir autant, on pourra pas, avoir autant, tous et je pense que c'est important de se dire que tout ça, c'est très angoissant et donc c'est normal que ça agite des peurs, que ça remette en cause, des valeurs et que dans le procédé, ça clive un petit peu. Après, il y a des manières de se poser les questions, de mettre en débat et d'amener des faits, qui permettent de réconcilier des positions et d'avoir un débat qui soit constructif.
Or aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que certaines personnes instrumentalisent ces peurs, instrumentalisent des valeurs, instrumentalisent, des bagages émotionnels qu'on peut avoir, de par son expérience, pour en faire des leviers de positionnement qui soient sciemment anti-climat. Et derrière, enfin, c'est important de le répéter, il y a des intérêts économiques qui sont bien identifiés. On sait que certaines entreprises et certains secteurs d'activité soutiennent des partis en particulier, des partis politiques. Par exemple, les big tech en ce moment se rangent de plus en plus derrière des mouvements d'extrême droite. Pourquoi? Parce qu'elles savent que ça leur permettra de prospérer sur le court terme. Et ces mouvements d'extrême droite n'ont pas intérêt à faire en sorte qu'elles soient régulées et à ce que les intérêts soient protégés. C'est exactement pareil pour l'industrie fossile. C'est globalement la même chose pour l'industrie carbonée dans son intégralité. Et donc ces personnes-là ont intérêt à ce qu'on appuie sur ce qui fâche, sur ce qui divise, pour qu'on ne progresse pas. Et l'objectif ultime des stratégies de désinformation, c'est l'inaction, c'est la paralysie. Et en ayant des débats, incessants sur les mêmes choses, en ne sachant plus quoi penser du même sujet, mais on n'agit pas et c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Et donc ça, c'est l'agenda, bien déterminé de certains acteurs qu'on essaye de combattre. C'est ça qu'on appelle le carbofascisme, c'est ça, non? Il y a plein de manières de l'appeler, le carbofascisme, c'en est un. Nous, on parle beaucoup de la coalition des acteurs convergents, qui regroupe à la fois les acteurs de l'économie carbonée, les acteurs de l'économie d'attention, les groupes, complotistes et d'extrême droite et les ingérences étrangères, qui ont des intérêts qui sont, différents, mais convergents dans le fait que l'action climatique ne les intéresse pas, voire les dérange et donc ils, font leur possible pour pouvoir la freiner. Est-ce qu'on peut revenir peut-être, là, on a parlé un peu de ce qui va pas, mais est-ce qu'il y a peut-être aussi quelques avancées dans certains médias? Alors je pense à France Info qui veut, mettre en place, un débat, sur le climat et sur l'écologie de façon plus transversale, dans toute la rédaction. Je pense aussi notamment à La Terre au carré qui est sur France Inter, enfin voilà quoi. Est-ce que tu penses que ça va dans le bon sens ou? Le fait qu'il y ait des programmes spécialisés, c'est une très bonne nouvelle et je pense que ça existe aussi depuis un petit moment. Enfin, c'est important de rappeler que l'action climatique, on sait que c'est une nécessité, pour l'intérêt général depuis, plus de 50 ans et donc le fait qu'il y ait des programmes qui en parlent, le fait qu'il y ait des journalistes, qui y consacrent du temps, c'est à la fois, selon moi, normal, à la fois un privilège quand on voit que dans certains pays, il y en a pas. On était récemment en Lettonie, pour travailler sur les questions de désinformation et il n'y a pas de journalistes environnementaux, en Lettonie, par exemple. Donc ça, c'est important de le rappeler. Il y a aussi d'autres pays où être un journaliste, environnemental, c'est un danger pour sa vie, par exemple comme au Brésil. Donc je pense que voilà, faut rappeler où on se situe, dans le contexte international. Au-delà de ça, on voit qu'il y a des tentatives, répétées et constantes de détricoter les programmes environnementaux dans les rédactions qui les ont mis en place. Dans l'audiovisuel public, ça a été le cas avec la série documentaire Vert de rage, qui a été supprimée, l'année dernière. Ça a été le cas avec La Terre au carré, qui a été menacée de suppression avant d'être maintenue sous un nouveau format. Et plus généralement, on voit que c'est Le Monde qui a endossé, une couverture éditoriale de ces sujets depuis un petit moment. Les journalistes environnementaux témoignent du fait que ce soit un débat constant de de maintenir cette rubrique avec autant de moyens. Et donc je pense que enfin, la charge de la preuve devrait pas du tout tomber entre les mains des personnes qui défendent ces sujets. Ça devrait être un débat collectif. On se retrouve à devoir se battre pour faire exister l'information environnementale. Ça montre à quel point c'est disruptif d'informer sur les questions environnementales, à quel point ça te dérange. Mais je pense que si la question c'est est-ce que c'est suffisant? Est-ce qu'on va dans la bonne direction? Non, je pense que c'est le minimum syndical et qu'on va pas dans la bonne direction parce que rien que de maintenir le minimum syndical, c'est dur. Et est-ce que tu penses que le traitement médiatique actuel, souvent tourné autour du catastrophisme et cetera, n'a pas tendance aussi à éloigner les gens du sujet? Est-ce qu'il faudrait pas aussi revoir notre façon dont comment on parle de l'écologie de façon plus positive, de voir quel gain on a potentiellement pour notre santé, pour notre environnement, pour, potentiellement aussi nos enfants, les futures générations et cetera? Est-ce qu'il y a pas aussi tout un imaginaire à revoir aussi dans la façon dont on traite ces sujets? Oui, et c'est la question des co-bénéfices. Est-ce qu'on parle, uniquement de la question environnementale ou est-ce qu'on va parler des questions de pouvoir d'achat, de santé, de bien-être? Et ça, c'est des questions, nous qu'on aborde souvent avec les journalistes avec qui on échange. On se dit, c'est pas forcément la bonne porte d'entrée pour toutes les lignes éditoriales d'aller frontalement sur les questions environnementales. On pourrait très bien parler de la pollution de l'air comme un enjeu de santé publique. In fine, c'est un enjeu aussi environnemental, mais en fait, c'est très bien. Et puis, en fait, on mène la transition in fine pour sauver des humains. Enfin, c'est important de rappeler que derrière, c'est ça, c'est des vies humaines, qui sont concernées. Donc, en fait, il y a pas de bonne réponse à apporter à la question de l'angle. Je pense que pour certaines rédactions qui sont spécialisées sur les questions environnementales, autant y aller frontalement et montrer à quel point on peut diversifier ses angles. Pour d'autres personnes, ça peut être intéressant d'aborder, d'autres thématiques qui sont concernées et qui bénéficient de la transition écologique
peut-être aussi pour rassembler une audience plus large et ramener, dans le mouvement des personnes qui sont sensibilisées par les questions environnementales, des personnes qui auraient des portes d'entrée qui seraient différentes. Parce que c'est vrai que souvent la critique qu'on fait, aux écolos, on va dire, les wokistes comme l'extrême droite les appelle, c'est vrai que c'est un entre-soi, c'est des sujets qui peuvent cliver. Enfin voilà, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Mais c'est un entre-soi et je pense qu'il faut l'admettre aujourd'hui, les personnes sensibilisées sont très peu nombreuses, le niveau de complexité des sujets est très important. Donc c'est pas parce qu'on est sensibilisé qu'on comprend bien, tous les ordres de grandeur, l'efficacité de certaines solutions par rapport à d'autres et d'ailleurs, les réponses ne sont pas toutes, là. Enfin, je veux dire, il y a encore des débats qu'il faut arbitrer, notamment sur les questions d'allocation des ressources, la question des conflits d'usage. Est-ce que si on produit de l'énergie décarbonée, on va d'abord l'allouer au chauffage de bâtiments ou est-ce qu'on va l'allouer au secteur aérien? C'est pas forcément, quelque chose d'évident pour tout le monde et ça, c'est des questions qu'on doit avoir, en débattant. Mais en fait, aujourd'hui, le débat, il ne se situe pas au niveau des solutions, il se situe principalement au niveau des conséquences de la crise et des causes et donc en fait, on n'a toujours pas opéré ce basculement, réflexif qu'on devrait avoir pour, se mettre en mouvement et ça, c'est vraiment, selon nous, en partie lié à la manière dont on a de stagner dans les contenus d'information sur ce qui est produit. Si je me trompe pas, il y a CNews qui a été condamné à 20 000 € d'amende pour contradiction et minimisation du consensus scientifique sur le réchauffement climatique. Est-ce que c'est plutôt une bonne nouvelle? Et est-ce qu'on peut peut-être revenir aussi sur pourquoi CNews est un exemple emblématique de ce manque de connaissances scientifiques sur les questions liées à l'écologie, à l'économie, au climat, pardon. Alors, du coup, le cas de CNews, il était très important pour nous parce que ça faisait un petit moment qu'on faisait des plaintes au niveau de l'Arcom et qu'on attendait qu'il y ait une action proportionnée qui soit prise par rapport à l'ampleur, de la menace que ça faisait porter sur notre droit à l'information. Parce qu'aujourd'hui, avoir un droit à l'information, enfin, c'est quelque chose qui est constitutionnel et donc si on désinforme, on porte préjudice à nos droits fondamentaux et jusqu'à présent, il y avait pas d'action qui était menée. Donc déjà, pour nous, c'était vraiment un tournant et cette séquence, elle est vraiment problématique, d'une part parce qu'elle minimise le consensus scientifique, mais aussi parce elle est complotiste et en fait, c'est très problématique d'avoir des contenus comme ça qui sont diffusés à autant de centaines de milliers, voire de millions de téléspectateurs. Sachant que derrière, en plus, ces contenus sont repris sur les réseaux sociaux pour, être utilisés par certaines communautés. Donc déjà, ça, c'était un gros sujet. Ensuite, c'est particulièrement emblématique, de la couverture médiatique de certains médias français des questions environnementales parce que c'est utilisé comme une espèce de buzzword, de point cardinal pour atteindre un niveau de risible dans la conversation et stigmatiser certaines communautés ou certaines politiques publiques. Et en fait, on voit que, quasiment à toutes les sauces, la question environnementale est ramenée. C'est aussi le cas, de certains sujets sociaux ou d'inclusivité, hein. C'est tout est mis dans le même panier. Ça devient un sujet qui est étiqueté politiquement, alors que, l'écologie, par essence, pourrait rassembler. Et en fait, on voit que ça revient de manière fréquente. En revanche, le fait d'avoir une séquence aussi, ostentatoirement relevant de la désinformation, c'est assez rare et du coup, pour nous, c'était intéressant. Enfin, assez rare, c'est pas rare, mais dans le sens, où ça s'exprime sans ambiguïté et du coup, ça nous a permis d'avoir ce premier précédent sur lequel on peut ensuite fonder les suivants et c'était vraiment, très important de l'avoir. Il faut savoir que dans d'autres pays, il y a d'autres organisations qui ont, un mode d'action similaire. Par exemple, il y a une organisation qui s'appelle Reliable Media, au Royaume-Uni et qui saisit aussi régulièrement l'Ofcom, qui est, l'autorité de régulation, anglaise, sur des cas de désinformation. Sachant que là-bas, ils ont leur propre, CNews qui s'appelle GB News et qui désinforme très fréquemment. Ils ont une ligne éditoriale qui n'est pas du tout axée sur la rigueur scientifique, disons et en fait, ils n'ont pas réussi jusqu'à présent à obtenir de décision de l'Ofcom. Parce que prendre une décision, c'est aussi, prendre une décision quasiment politique, hein. Enfin, je veux dire, il faut arbitrer par rapport à ses compétences en disant, «On assume que, désinformer sur le consensus scientifique sans contradiction, c'est désormais quelque chose qui est répréhensible par la loi» et c'est pas du tout anodin, hein. Enfin, ça marque un tournant, en fait, dans la régulation médiatique, selon nous, qui est extrêmement nécessaire et salutaire, mais qui est loin d'être observé partout et donc je pense qu'on a cette chance d'avoir, une autorité de régulation qui est volontariste et désormais, ça va être à nous de construire sur cette jurisprudence pour en obtenir d'autres et faire en sorte que désinformer sur le climat, ça devienne quelque chose de dissuasif pour les chaînes. Et est-ce que vous avez une portée, on va dire, plus politique? Est-ce que vous avez déjà été accueilli par des députés, des politiques pour parler de ces sujets-là? Vous faire entendre? Est-ce qu'ils sont réceptifs à ces sujets-là? Comment ça se passe? Ouais, alors on travaille depuis le début avec, des parlementaires. On a rédigé une proposition de loi qu'on a ensuite portée à l'Assemblée nationale avec, le député Stéphane Delautrette qui est du Parti socialiste et grâce à lui, on a réussi à constituer une coalition de 80 parlementaires mobilisés sur les questions, de traitement médiatique des enjeux écologiques pour soutenir la proposition de loi, la signer
et la déposer sur le site de l'Assemblée nationale. À l'heure actuelle, on en est au stade où on aimerait l'inscrire à l'agenda, à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale, ce qui n'est pas une mince affaire, dans le contexte politique actuel. Mais on pense que c'est possible de rassembler sur les questions de désinformation parce que, c'est une menace aussi qui nous distingue d'un pays qui devient de plus en plus un pays, ennemi, en tout cas son dirigeant, les États-Unis. Et on voit que, se positionner, ça pourrait être aussi un élément de distinction, de souveraineté, et de travailler sur ces sujets. Donc on pense que ça reste dans l'air du temps et qu'on peut y parvenir. Donc on travaille, voilà, avec tous ces parlementaires et puis, on organise un colloque au Sénat le 12 mai, qui donc 12 mai 2025, qui va permettre de lancer une dynamique aussi parmi les sénateurs. Donc on le fait en partenariat avec 4 sénateurs de 4 bords politiques, et on aimerait aussi commencer à anticiper la navette parlementaire d'un éventuel texte ou en tout cas sensibiliser, les sénateurs avec la sensibilité politique qui est la leur, sur les questions du rôle des médias dans la transition écologique. C'est vrai qu'on a parlé un peu des mauvais élèves, mais est-ce que tu peux nous citer peut-être des exemples de médias à suivre, de pages, d'associations? Bien sûr, il y a Cota Climat, mais est-ce que tu peux citer des bons élèves? Mais en fait, des bons élèves, il y en a un peu partout. Enfin, je pense que ce serait réducteur de dire qu'il y a un média qui est un mauvais élève et un média qui est un bon élève. Il y a des médias qui font de tout et il y a des rubriques, qui sont excellentes. Je pense que la rubrique, Planète du Monde, et le travail qui est fait aussi par Nabil Wakim de vulgariser ça sous forme de podcast, qui s'appelle, Chaleur humaine, c'est très puissant. Il y a aussi des médias, très innovants comme Vers le Média qui travaillent à vulgariser des contenus, pour toucher des publics qui sont totalement différents, qui travaillent aussi beaucoup avec les réseaux sociaux. Ils ont une collaboration avec, notamment un influenceur qui s'appelle Gaëtan Gabriel, qui permet d'aller toucher beaucoup plus loin que ce que peuvent faire des médias traditionnels, qui ont une couverture, peut-être beaucoup plus institutionnelle des sujets. Et puis je vais aussi parler de Radio France qui, enfin je dis pas que tout est parfait, on a soulevé des cas de désinformation encore récemment, qui pouvaient être diffusés. Mais en revanche, il y a des journalistes qui sont très en pointe et qui suivent fortement l'actualité. Il y a beaucoup de journalistes spécialisés environnement. Donc voilà, il y a aussi des choses bien qui sont dans l'audiovisuel. C'est vrai qu'il y a plein de sources différentes qui font beaucoup de très belles choses là-dessus. Si tu le veux bien, on peut passer directement à la dernière partie de cet entretien, donc le dessert, avec des questions un peu plus personnelles, un peu plus hors cadre. Donc c'est parti. Imaginons, Eva Morel, demain tu deviens ministre de la transition écologique. Quelle politique tu mettrais en place en premier lieu ? Je pense que je mettrais en place plusieurs choses. D'une part, je ferais de la planification écologique quelque chose de contraignant. Aujourd'hui, on a lancé une planification écologique en France qui est, très vertueuse, mais qui a pas d'échelon temporel, ni de contraintes, ni de levier de recours, si c'est pas suivi d'actes, en particulier. Donc je pense que je me saisirais de cette planification pour en faire une priorité gouvernementale de long terme et essayer de pallier au cycle d'élection qui empêche de travailler sur le long terme en règle générale. Je travaillerai aussi au fait que les lois et leur impact environnemental soient évalués avant qu'elles soient votées, pour s'assurer qu'on ne vote pas des choses qui soient complètement, en dissonance avec l'urgence écologique. Et puis plus généralement, je pense qu'il y aurait plus d'experts qui seraient impliqués dans les politiques publiques, qui sont menées en règle générale, qui touchent, aux questions environnementales, donc quasiment toutes les politiques publiques en fait, parce qu'ils ont tout un trait à l'environnement, pour s'assurer que, les effets collatéraux, les effets, de moyen et long terme soient pris en considération et qu'on se retrouve pas à naviguer à vue, comme parfois certaines décisions peuvent en donner l'impression. Ok, donc beaucoup de choses. C'est très intéressant. Je t'ai pas demandé, mais en entrée, je vais peut-être te poser la question, mais c'est quoi un peu le déclic qui a fait que tu t'es intéressé à l'écologie? Est-ce que c'est un livre, un documentaire, je sais pas. J'ai pas trop eu de déclic en fait, j'ai toujours été un peu dans le bain. Je pense que j'ai une famille, très sensibilisée, j'ai eu cette chance donc j'ai des parents qui étaient très engagés dans des associations aussi à Nantes et qui aujourd'hui se sont reconvertis complètement. Ils construisent, leur maison en Bretagne donc ils sont dans une perspective totalement cohérente et donc voilà, je pense que j'ai eu cette chance, donc j'ai pas vraiment eu de déclic. En revanche, je pense que je suis passée, à différents types d'écologie. Je suis d'abord passée par une écologie qui était très, corpo, quand j'étais en licence où je voulais m'engager dans des associations qui faisaient plus de la RSE, qui accompagnaient les entreprises. Ensuite, je me suis beaucoup, interrogée sur les gestes individuels quand j'étais à Sciences Po et puis, finalement ce qui m'anime beaucoup aujourd'hui, c'est, le fait de trouver des leviers systémiques qui permettent d'enclencher, une transition à plus large échelle, de passer des points de bascule et c'est ça, qui m'amène
à être vraiment persuadée du rôle des médias et de vouloir m'engager sur ce sujet. Est-ce que tu as une citation liée à l'écologie que tu aimes bien et que tu aimerais partager à nos auditeurs? En fait, c'est pas une citation, mais je c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée du dernier livre de Salomé Saké qui s'appelle «Résister», où elle dit, que la stratégie des mouvements, d'extrême droite, c'est de marteler, marteler, marteler et en fait, le fait qu'elle l'ait cité comme ça de manière, assez, répétitive et simpliste, ça m'a vraiment marquée parce que je me suis dit: «En fait, c'est exactement ce qu'on doit faire et c'est exactement ce qu'on est gêné de faire quand on est des personnes qui travaillent sur l'écologie». Parce qu'on a l'impression de tout le temps rabâcher la même chose et que presque on a l'impression qu'on une espèce de simplicité intellectuelle ou qu'il faut passer à la suite et cetera. Alors qu'en fait, on est au balbutiement et qu'on a convaincu quasiment personne dans la société et qu'il faut accepter que les messages soient répétés. Il faut acc Les journalistes doivent accepter de répéter la même chose parce que c'est la répétition qui ancre les messages et nos «adversaires» entre guillemets, elles l'ont bien compris, enfin, c'est ce qu'ils font à longueur de journée et ils ont aucune gêne à le faire et je pense que nous, on doit vraiment retourner cette maxime et essayer de se l'appliquer à nous-mêmes sans avoir de peur ou de honte ou de complexe. Est-ce que tu aurais un livre, un documentaire, un podcast, tu as déjà recommandé Chaleur humaine, mais des ressources documentaires, que tu conseilles de lire, à écouter? Il y a beaucoup de ressources documentaires, disponibles bien sûr sur les questions environnementales. Je pense qu'il y a certains médias qui permettent d'avoir des contenus très approfondis ils font des publications qui sont, uniquement plusieurs fois par an et pas tous les jours et cetera. Donc c'est très bien de s'informer dans l'actualité, mais ça peut être aussi, un peu anxiogène parce qu'on peut avoir l'impression qu'on n'est jamais à la hauteur, qu'on n'a jamais toutes les informations, qu'on comprend pas la rapidité, du monde qui nous entoure et du coup, je pense notamment à Socialter qui le fait. Il y a une nouvelle revue qui s'appelle L'Iceberg qui va le faire et qui est aussi un trimestriel. Il y a aussi, Le Grand Continent qui propose des contenus très approfondis, qui sont quasiment, philosophiques et The Conversation pour comprendre, aussi l'état académique de la connaissance sur, les questions environnementales qui est très bon, qui donne la parole, qui donne la plume uniquement à des chercheurs et je trouve que c'est très qualitatif. Et est-ce que Kotak Climat ou votre compte a déjà subi des pressions suite à un post, que vous aviez fait ou, est-ce que vous avez déjà eu des pressions? Oui, on a déjà eu des pressions, de plusieurs types. On a des journalistes ou des médias ou des individus qui ont menacé de porter plainte contre nous à plusieurs reprises. Ça n'a pas Ah été fait oui, jusqu'à présent. c'était pourquoi? Pour diffamation? Pour diffamation, pour mensonge, pour malhonnêteté intellectuelle, tout ce qu'on peut imaginer, ouais. OK. Et c'était c'est pas enfin, on va peut-être pas le droit il y a pas le droit de les citer, je sais pas, Bah, je préfère pas les citer, parce que ça risquerait de porter préjudice, mais c'est pas enfin, c'est des personnes à qui dont on pourrait s'attendre à ce type d'action et c'est aussi des structures où on s'y attend moins. Enfin, des personnes qu'on a l'impression qu'ils sont plus progressistes, mais pour qui la critique est pas forcément, très bien prise. et comment toi, est-ce que tu fais au quotidien pour, on va dire, pour combattre ton éco-anxiété, on va dire, ambiante? Comment tu fais? Est-ce que tu as des tips à partager là-dessus? C'est que j'essaie pas de combattre, mon éco-anxiété, mais c'est juste que moi, c'est mon moteur d'action. Enfin, la révolte, le sentiment d'indignation que je ressens par rapport à des situations qui ne font que s'empirer, et le fait que je me sens mal gouvernée, sur ces sujets, ça m'anime au quotidien et ça me donne de la force pour travailler, sûrement trop d'ailleurs. Mais enfin, c'est vraiment ça qui m'anime et donc je dirais pas du tout que je j'éprouve pas d'anxiété. Je pense que c'est normal d'en éprouver. Je suis pas sûre que la meilleure manière d'agir, ce soit aussi d'individualiser les problèmes. Je pense qu'il y a une réponse politique à apporter et que c'est normal qu'on se batte pour. Est-ce que est-ce que du coup, tu auras un conseil à donner peut-être à un étudiant qui est en Sciences Po ou à un futur journaliste, qui s'intéresse aux questions écologiques et climatiques? Mais j'aurais un conseil en règle générale, c'est de toujours s'informer, de diversifier ses sources et quand on a l'impression d'être sûr de quelque chose, de toujours remettre en question cette certitude, parce que c'est toujours, très constructif d'aller se confronter, à des personnes qui pensent pas comme nous, d'aller leur parler plutôt que justement de couper les ponts, parce qu'on est dans une société de plus en plus, polarisée et justement rassembler, c'est l'une des meilleures manières de réconcilier des points de vue, de son côté, mais aussi de celui des autres. Je pense aussi que c'est important de considérer que si on est enfin intéressé par les questions environnementales, ça fait pas forcément de nous des très bons journalistes environnementaux, ça peut faire juste aussi très bien de nous des bons journalistes, généralistes qui travaillent sur d'autres thématiques, mais qui font de cette sensibilité, des lunettes à partir duquel ils voient la société et qui permettent d'avoir plus de transversalité justement dans les rédactions et les équipes, au sein desquelles ils travaillent. Et puis plus généralement d'en parler autour de soi et de pas considérer que c'est une valeur, personnelle
parce qu'en fait, être convaincu de l'importance de la transition écologique, c'est encore une fois quelque chose de collectif et donc c'est très important de prendre la parole et de faire rayonner ça. De mon expérience, j'ai longtemps hésité à le faire, mais ça n'a jamais convaincu autant de personnes que depuis que j'exprime à voix haute, ce que je ressens sur ce sujet. Est-ce que toi, au quotidien, tu as changé un peu tes habitudes individuelles? Est-ce que tu limites tes voyages en avion? Tu manges moins de viande? Peut-être que tu es végétarienne, je sais pas. Tu fais attention aux vêtements que tu achètes, en seconde main, je sais pas? Bah, les 3 options, je oui. Enfin, je pense que j'essaye au maximum de limiter mon empreinte, écologique en règle générale. C'est on va pas se mentir, très compliqué d'être cohérent, 100 au quotidien. Il y a aussi des choix qui sont dictés par, la le développement de mon association. Typiquement, prendre l'avion, c'est quelque chose, que je voulais plus faire et que je vais devoir reconsidérer, au vu de l'élargissement international de Quota Climat et je culpabilise pas par rapport à ça parce que je pense que c'est important de faire rayonner une action qui a du sens. Que si on commence à se couper des outils, qui permettent à nos «adversaires» entre guillemets de se donner autant d'efficacité, on risque pas de pouvoir être, compétitif. Après, c'est toujours à faire avec modération, en envisageant, si ça en vaut vraiment la peine et ça, je pense que c'est des questions, très saines à se poser. Hem, voilà, donc j'essaye de faire au mieux, disons et d'en parler aussi encore une fois pour que, ça puisse, élargir et que ce soit pas considéré uniquement comme un geste, qui n'a pas d'impact. C'est vrai qu'on en parlait avec Benjamin Voirin qui travaille dans le secteur agroalimentaire. C'est vrai que lui, des fois, il se posait la question si, parce qu'en fait, son métier consistait à décarboner, on va dire, des chaînes, de valeur, pour, notamment l'agroalimentaire et c'est vrai que des fois, il faisait des voyages en avion, mais ça faisait en fait, il faisait un calcul coût-bénéfice et c'est vrai que, bah, OK, le coût de prendre l'avion, un aller-retour, c'est sur le moment T, bah, c'est beaucoup de tonnes d'émis, mais c'est pour potentiellement économiser beaucoup de CO2 derrière donc c'est un coût-bénéfice, en fait, donc Exactement. si c'est fait pour le bon sens, Exactement et là-dessus, je pense qu'il y a une notion d'ombre climatique qui est assez, utile. Se poser la question enfin, la raison pour laquelle on ne souhaite plus prendre l'avion ou très peu prendre l'avion, c'est parce qu'on veut limiter notre impact, écologique sur la société. Mais parfois, certaines actions, elles nécessitent, pour être efficaces, de rencontrer certaines personnes, de se mettre en relation, de se voir en vrai, de passer des moments pour échanger, de passer des moments aussi pour défendre, de visu et convaincre des personnes. Et en fait, je pense que parfois, émettre, un peu de CO2, ça peut valoir la peine parce que si on convainc un décideur, peut-être qu'en fait, ça va complètement, basculer, la trajectoire sur laquelle il s'est engagé. Et du coup, ça reflète bien sûr, totalement la notion de calcul coût-bénéfice, mais ça permet de donner, une aura plus large à nos actions individuelles en se disant: «En fait, on n'est pas juste un individu parmi tant d'autres». On est aussi un individu dont les actions ont un retentissement, une signification, qui nous dépasse parfois. autre question un peu plus personnelle, est-ce que imaginons, tu as l'occasion de pouvoir dîner avec, une personnalité publique, je sais pas, quelqu'un qui t'inspire, qu'elle soit décédée, morte ou même fictive ou même, quelqu'un qui est encore vivant. Qui ce serait qui? Je pense que je serais très intéressée d'échanger avec, bah, il y en a plusieurs, hein, mais une personne qui a été impliquée dans la résistance française, pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que j'ai l'impression qu'ils nous ont donné une belle leçon de comment faire preuve d'abnégation. Il y a quelques personnes, Jean Moulin, qui ont été très connues par rapport à ça, mais je pense qu'il y en a beaucoup aussi qui sont complètement passés sous les radars et qui ont généré, énormément de risques pour eux, leurs proches et aujourd'hui, j'ai l'impression comme on s'est éclaté, on a morcelé, notre compréhension de notre rôle en tant qu'individu dans la société, ce serait beaucoup moins facile, de faire preuve d'autant d'abnégation, dans son comportement individuel et je suis assez bluffée de ce qu'ils ont réussi à faire sur la durée et j'ai l'impression qu'on a beaucoup de leçons à en tirer, mouvement climat, mais plus généralement, mouvement pro-démocratie, parce qu'aujourd'hui, c'est de plus en plus de ça dont il s'agit, de défendre, des acquis démocratiques qui nous semblaient, vraiment, indéboulonnables et c'est de moins en moins le cas et voilà, je pense que je serais très intéressée d'échanger stratégie avec eux. Et est-ce que tu aurais, une idée d'une ou d'un potentiel invité, pour un prochain épisode de Salade verte? Je pense que ce serait très intéressant pour toi d'inviter, la dirigeante du Climate Action Against Disinformation. C'est une coalition internationale qui travaille sur, dont on fait partie, qui travaille sur, la mise en réseau internationale des acteurs de la désinformation climatique et ils arrivent à de plus en plus, toucher des personnes dans des pays différents et leur donner des capacités d'action qu'ils n'ont pas forcément en tant qu'individu, enfin en tant que structure, individuelle, isolée. Et honnêtement, il donne une force au mouvement, de lutte contre la désinformation, mais du coup, ça élargit plus largement, au mouvement qui lutte contre la haine en ligne, au mouvement qui défend, les droits civiques et au mouvement qui travaille sur le climat. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à apporter dans sa compréhension de comment est-ce qu'on fait corps et comment est-ce qu'on reste pas,
seul dans son coin, à l'échelle des individus, mais aussi des organisations dans des pays qui n'ont pas forcément l'habitude de se tourner vers l'international comme des piliers et comme une source d'entraide. Ok. Bah, c'est noté. Écoute, je vais noter ça dans ma petite liste pour des prochaines idées, pour de prochains épisodes. En tout cas, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation et d'avoir répondu à toutes ces questions. Peut-être avant de terminer, s'il y a des actualités futures de Quota Climat en 2025, n'hésite pas à en parler si tu as des choses qui peuvent être dites. Là, on vient de lancer notre étude sur la détection de la désinformation climatique dans l'audiovisuel français. Et avec nos 2 autres partenaires, Science Feedback et Data for Good, on travaille désormais à son élargissement à l'Allemagne, au Brésil et à la Pologne. Donc on aura des résultats qui permettront de comparer la situation dans plusieurs pays et qu'on va sortir officiellement en septembre 2025. Donc si ça vous intéresse de suivre également l'actualité dans ces pays-là, ce sera une information qui pourra vous intéresser. Ok, bah je mettrai peut-être en lien cliquable les infos, peut-être le lien aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le lien vers vos réseaux. Donc si tu as d'autres choses à partager, n'hésite pas, je le mettrai en lien cliquable aussi, super. Pas de souci. En tout cas, Eva, je te remercie beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Et puis je te dis peut-être à bientôt et à très vite. Et puis bon courage pour Quota Climat pour tous ces combats. Merci beaucoup.